La Maison des Forges et Moulins de Pinceau est un lieu de mémoire, c'est un espace de conservation de savoir-faire à travers la présentation d'un patrimoine vivant. C'est une démarche qui a été voulue par les Amis des Forges et Moulins à partir de 1997. Alors est-ce que c'est le hasard qui a voulu que sous le même toit se concentrent des activités aussi diversifiées que la forge, l'huile de noix, le moulin, scierie, etc. Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons précises? C'est déjà le fait qu'on ait la même énergie qui soit nécessaire pour toutes ces activités. C'est l'énergie hydraulique. Donc, vous avez les montagnes aux alentours avec des pentes assez prononcées, une présence de torrents très importante. Beldon est très arrosé. Donc c'est déjà le premier facteur. Donc, pour faire de l'huile de noix, on a besoin de l'énergie hydraulique. Pour actionner le martinet, c'est aussi l'énergie hydraulique. Donc c'est un petit peu le facteur commun. D'autre part, c'est vrai que les personnes qui étaient ici, ils avaient souvent double activité. Oui, c'était le système autarcique. Donc les plus pauvres étaient laboureurs mineurs, les plus riches étaient marchands ferriers ou marchands agriculteurs. Mais bon, c'est un peu cette situation perdure un petit peu, pas pour la majorité, mais il y a encore des gens qui ont une pluriactivité. Bon, alors l'ensemble des équipements que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle communément une taillanderie. Une taillanderie, pourquoi ce nom-là? Tout simplement parce qu'au départ, c'était une fabrique d'outils, et c'était essentiellement des outils taillants, des tranchants, donc des haches, des serpes, etc. Donc c'est ce qui a donné son nom à l'activité. Alors ça se compose d'un martinet généralement, qui permet donc de travailler, de façonner des outils. Alors ce colosse est un marteau-pilon français de la fin du 19e siècle, dit aussi mouton à planche, et il servait à fabriquer des grosses pièces ou des ébauches d'outils. Et donc une taillanderie, c'est aussi en amont la forge qui sert à chauffer le fer, le marteau et l'enclume, parce que donc, pour affiner ou pour fabriquer certains outils, on va être obligé d'avoir recours à un travail purement manuel. Et vous avez sur le côté donc un four, alors il pouvait y en avoir un ou plusieurs, qui permet de garder des pièces au chaud. Donc ces pinces étaient généralement faites sur mesure parce qu'il fallait une pince adaptée à chaque type d'outil qu'on voulait faire. Donc c'est pour ça que généralement c'est le taillandier qui les faisait à sa propre mesure en fonction de ce qu'il voulait faire. De la même manière qu'on a une adaptation, vous voyez, au niveau du martinet. Donc on a le bras qui vient frapper sur l'enclume. La matrice que vous avez actuellement, c'est la matrice qui sert à faire des pointes, mais il y a autant de matrices que de types d'outils. Alors pour répondre à toute la demande qu'il pouvait y avoir dans l'agriculture, dans les métiers du terrassement, dans tous les secteurs de l'économie à l'époque, on avait une quantité d'outils à main assez importante et surtout très diversifiée, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Alors on a essentiellement des outils taillants, donc, qui ont donné leur nom à l'activité, comme je vous le disais. Alors là, on a un taillant qui est assez intéressant parce qu'il associe à la fois donc, la zone qui va tailler et on a un petit ergot qui vient se rajouter ici tout simplement pour chasser les buissons qui ont été coupés, donc pour éviter d'aller se blesser avec les épines. Alors si on poursuit dans le bric-à-brac que j'ai devant les yeux, vous voyez, on a aussi donc ce qu'on appelle un gabarit qui servait, alors il y a des gabarits, il y en avait une quantité assez importante, autant qu'il y avait d'outils. Tout simplement parce que pour toute cette diversité, on était obligé quand même de se rappeler des formes. Et aussi, alors vous voyez, là on a indiqué dessus la marque Paris parce que c'était la pelle parisienne, la pelle ronde parisienne. 1,8 kg, vous voyez l'inscription qui indique la quantité de métal qu'il faut mettre en œuvre pour réaliser l'outil. Et ainsi, pour chaque outil, on avait ce type d'indication, ce type de gabarit. Toujours pour évoquer cette diversité d'outils, vous avez ici un dégorgeoir qui était utilisé pour la vigne avec une partie un peu plus importante. Tout simplement parce qu'on avait toujours un côté, la terre partait toujours du même côté en fait. Voilà, donc on a une adaptation constante des outils aux opérations agricoles, etc.
Des outils aussi qui nous paraissent aujourd'hui complètement farfelus. Alors celui-ci, c'est un coupe-foin. Alors quand il était équipé d'un manche, il servait à débiter le foin qui était en meule. Donc on coupait une petite quantité de foin en s'aidant avec la pédale qui est ici. Donc vous voyez, en règle générale, tous les outils ont des caractéristiques qui sont purement fonctionnelles. Cette ébauche, donc, qui nous permet de voir un outil qui est entre deux, il n'a pas été fini. Donc vous voyez, c'est une griffe qui a été ébauchée, il suffisait de rectifier donc, les griffes pour les ramener ici, pour terminer l'outil. Donc c'est assez intéressant de voir l'étape entre le début et la fin. Alors la noix est un fruit assez coriace et c'est pour ça il y a toute l'étape de la mondée qu'on appelle dans le pays le gros maillage. Alors le gros maillage, c'est plus que la mondée parce que c'est à la fois l'opération technique qui consiste à enlever la coquille de noix, mais c'est aussi l'occasion d'une veillée où se regroupait à peu près tout le village et donc c'est l'occasion de boire aussi un canon et de manger un morceau. Alors donc une fois que ces noix on a extrait le cerneau va être écrasé dans la meule ici, qu'on appelle aussi gruoir. Donc cette meule tourne son axe et cette opération dure à peu près 30 minutes, on va dire. Pour donner quelques chiffres, il faut mettre 3 kg de cerneau environ pour pouvoir obtenir ensuite 1 litre d'huile de noix. Allez, on le met carrément dessus. Ah oui. Alors, une fois que les cerneaux de noix ont été écrasés dans le gruoir, on obtient une pâte assez homogène et cette pâte, il faut la chauffer. C'est la seule manière d'extraire l'huile de la noix. Alors cette chauffe, elle est assez délicate parce qu'il faut suffisamment chauffer pour que les cellules soient cassées, pour que l'huile soit sortie du mélange. Il ne faut pas non plus trop chauffer parce que sinon l'huile de noix cuit. C'est une huile qui est assez fragile, qui ne doit jamais cuire. On reste autour de 50 degrés. Et une fois qu'on a obtenu cette température, il faut rapidement enlever la pâte chaude qu'on va ensuite presser. Ce sera la troisième étape. Alors après avoir écrasé les cerneaux, les avoir chauffés, donc la dernière étape tant attendue, c'est la presser. Alors vous voyez ce pressoir qui est assez ancien, il est composé de plusieurs éléments. Donc il y a la partie en fonte, donc le moule en fonte proprement parlé qui date de 1876. Et toute la structure en bois, elle par contre est beaucoup plus ancienne, on estime qu'elle est du milieu du XVIIIe siècle.
Alors cette pression est assez importante parce qu'il faut à peu près 250 kg par centimètre carré de pression. Donc vous avez vu toute l'opération, on utilise un madrier et un treuil, donc il faut en passer par là pour extraire toute l'huile. Cette huile qui coule là, ensuite on va être obligé de la laisser décanter pendant un certain nombre de jours pour que les impuretés retombent au fond. Est-ce qu'il y a une réplique ? Donc on procédait à plusieurs pressions. La première pression donnait l'huile qui était utilisée pour la consommation. Il y avait une deuxième pression qui était utilisée surtout pour les animaux comme médicaments. Et il y avait une troisième pression qui était une huile déjà un peu plus noire qui servait pour les lampes à éclairer. Donc un moulin se compose d'une paire de meules. Donc ici on a la chance d'avoir les deux meules qui sont ouvertes, ce qui permet de voir l'intérieur, ce qu'on ne voit pas spécialement d'habitude. Alors ces meules, en fait, il y a celle qui est au-dessus, donc qui a été ouverte là, c'est la meule qui tourne. Elle tourne sur une autre meule qui elle est figée, qui reste, donc on appelle ça la meule dormante ou gisante. Donc le grain se retrouve ici pris entre ces deux meules, donc il part au centre dans ce qu'on appelle l'œillard, et ensuite il va être pris par la force centrifuge qui va l'amener progressivement vers l'extérieur. Alors toute la finesse du travail dans les meules, c'est d'avoir une meule qui est bien taillée pour pouvoir favoriser à la fois l'expulsion du grain vers l'extérieur, mais aussi de pouvoir le pulvériser. Donc ce travail, c'est ce qu'on appelle rhabiller une meule, c'est une opération qui se faisait assez régulièrement, donc qui consistait à creuser des rayons dans la pierre. Alors c'est une pierre en plus qui est assez facile pour travailler, puisque c'est une pierre calcaire. Donc ces rayons étaient faits, alors ce travail était fait par le rhabilleur de meule, donc c'était en général une personne il y avait une par canton, qui se déplaçait comme ça de moulin en moulin et qui permettait de faire cette opération. Donc la meule se compose, vous voyez, de plusieurs parties. Alors c'est à la fois par facilité pour avoir une meule qui se compose, qui puisse être déplacée facilement. Et puis l'autre avantage d'avoir une meule de différentes pierres, c'est tout simplement que la meule ne s'use pas de la même manière à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc du coup, on a tendance à mettre une pierre plus tendre à l'intérieur et beaucoup plus dure à l'extérieur. Les moulins sont un lieu de passage obligé pour chaque paysan. Chacun apporte son grain au meunier. On vient de voir que dans un premier temps, le grain passe dans les meules. Et à la sortie du moulin, le travail n'est pas fini parce que le grain pulvérisé, qu'on appelle la mouture, doit être tamisé. Donc il est acheminé directement vers le butoir par une vis sans fin. Bon, mais donc là, on voyait les deux qualités de farine. Donc celle qui sort du moulin, qui contient le son, donc tout le grain a été pulvérisé, donc c'est pour ça qu'on a cette couleur beige. Alors qu'ici, donc c'est la farine qui est issue du tamisage. Plus précisément, on parle de glutage pour la farine. Donc après un passage à travers la toile, seule la partie la plus fine, la fleur de farine, ressort dans le coffre qu'il y a ici. Comme il y a 100 ans, l'énergie hydraulique permet toujours aujourd'hui de mettre en action tous les artifices, toutes les installations regroupées autour de la turbine, moulin, martinet, gruoir. Et vous pouvez voir que la machine ne fait pas tout et l'homme reste sollicité pour ouvrir et fermer la vanne. Cette énergie hydraulique à la puissance considérable reste donc quand même ici assez bien maîtrisée par l'homme.
Ces installations représentent un ensemble d'outils collectifs qui étaient conçus et utilisés par toute la communauté villageoise, unie. Leur technicité révèle aussi toute l'ingéniosité de ces populations dont aujourd'hui on ne soupçonne peut-être pas assez la qualité des savoir-faire.